Continuer à distance. Aidez-moi à accueillir encore Guillaume Paradis. Oui. Vas-y, Guillaume. Oui. Donc, présentation, prise 2, phase 2, let's go. Donc, effectivement, c'est pas ma première présentation. Effectivement, en 2024, je pense que j'étais déjà venu pour faire je l'avais faite à distance d'ailleurs, sur des Blue Buttons. Une présentation sur Zabbix également. Aujourd'hui, je vais tenter de respirer convenablement, avec un débit convenable également. Donc, let's go. Première question que tout le monde se pose ici et en ligne, je suis certain, c'est qui est ce beau Silver Fox? Alors, c'est moi, Guillaume Paradis. Mes certifications principales sont le SAA 80, qui est j'ai survécu aux années 80, le M25+, marié depuis plus de 25 ans, PD3E, qui est père de 3 enfants. Ça, c'est mes certifications les plus importantes que je considère. À part ça, il y a ITIL, puis les Zabbix, Certified Professional, puis tout ça, c'est des détails. Mais moi, personnellement, je suis enraciné à Rimouski depuis toujours, sauf quand j'ai fait mon deck en informatique. J'en ai fait la moitié ici à Rimouski et l'autre moitié au Collège Montmorency à Laval. Donc, j'ai même un ami dans la salle qui l'a fait en partie avec moi. À l'époque où on faisait ça de Turbo Pascal dans DOS, puis on avait des cours de COBOL. Mais ça, c'était après le secondaire où on a fait des cours sur l'Apple II, puis ça, c'était à oublier. Fait que depuis, évidemment, bon, j'ai fait bien des choses. J'ai mis en gras à l'écran là, les différents systèmes que j'ai touchés, mais en gros, j'ai été dans le commerce au détail. J'ai travaillé dans des télécoms, des centres d'appel. J'ai fait également du manufacturier. J'ai fait également, quand je dis télécom, c'est monter d'un poteau, littéralement, ou rentrer de chez les clients là, résidentiels et commerciaux, pour faire de l'installation de réseau, équipement de télévisuel, téléphonique. Puis, depuis 20 ans que je travaille avec Linux. Donc là, dévoile toute la série d'outils avec lesquels en entreprise on a souvent travaillé. Donc, Apache, Nginx, PHP. J'ai eu aussi Matomo, qui s'appelait à l'époque Piwik, qui était un outil open source pour faire de l'analytics. Pidio, qui est une sorte d'interface transfert de fichiers web, qui était aussi open source. À travers ça, ben aussi tout ce qui est intergiciel, donc tout ce que j'ai connu, Martial, tout à l'heure on en a parlé. J'étais chez Desjardins à travailler sur, c'était pas WebSphere, ça c'était pour Desjardins.com, donc c'était des serveurs justement de type Apache et tout ça, avec du WebSphere à l'arrière et tout. Donc là, on a toute une série de systèmes. Fait que j'ai touché à beaucoup de choses. Fait que j'ai une vue, je peux pas dire que j'ai une vue globale parfaite. Moi, je suis bon dans tout, mais expert dans rien, finalement. Je suis un peu le joker de la partie. Dans le fond, aujourd'hui, ce dont j'aimerais qu'on jase, ce que j'aimerais vous présenter, c'est Zabbix. Donc, on va parler de Zabbix, son origine, qu'est-ce qui est devenu 25 ans plus tard, la compagnie qui supporte Zabbix également. Donc, son cœur technique, l'évolution, que vous allez voir qui est très dirigée par les utilisateurs. C'est un peu le modèle d'affaires, puis quels sont les attraits pour la communauté, pour les utilisateurs. Pour commencer, il était une fois un besoin. Un certain monsieur Alexei Vladichev, qui habite à Riga, en Lettonie, qui travaillait dans une banque, puis que lui, il avait un besoin justement pour faire du monitoring pour les systèmes qu'il y avait dans la banque. Donc, il a fait le projet initial pour répondre à ce besoin-là interne à la banque et qui est devenu à terme Zabbix. Donc, la première version publique de Zabbix a été publiée sous licence GPL, donc du open source, en 2001. Puis la sortie officielle de Zabbix 1.0, ça a été 3 ans plus tard, donc en 2004. Donc, ça faisait déjà 3 ans qu'il travaillait sur le produit. On a encore tout l'historique des commits dans GitHub et tout. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller voir ça un peu, comment le produit a évolué depuis le temps. Donc, Zabbix, c'est quoi? Zabbix, c'est une plateforme d'observabilité gratuite, open source, de niveau entreprise, qui est conçue pour évoluer d'un seul appareil à des millions de points de terminaison.
Donc, dans le fond, ce que ça dit, c'est que c'est un logiciel qui va vous permettre d'avoir une visibilité sur tout ce que vous voulez ou tout ce que vous avez dans votre réseau, dans votre entreprise. En les connectant, on voit un peu ici, l'image est floue. J'ai pris ça sur le site de Zabbix, étrangement, je ne sais pas qu'il scale pas bien, mais ça peut être du cloud, des containers, des équipements réseau, des serveurs, des bases de données, de tout. Donc, même du côté IoT, Internet of Things, ça peut être des applications, des services web, etc. Donc, c'est tous des systèmes, justement, auxquels Zabbix est capable de se connecter pour aller chercher de l'information. Donc, son rôle à Zabbix, c'est de récolter toute cette information-là, d'en faire un peu le tri, de pouvoir faire des règles de pre-processing aussi pour pouvoir enrichir ces données-là, faire du root cause analysis, ou si jamais il y a des problèmes, des choses comme ça, même de l'auto-discovery, donc il y a une certaine portion d'auto-discovery qui peut se faire au niveau tant des réseaux que des instances sur un serveur ou des interfaces. Il va faire de la corrélation d'événements également. Puis il y a toute la portion, bon, à part la détection de problèmes, évidemment, qui est au cœur du besoin de Zabbix, il y a toute la portion aussi de réaction. Donc, quand on parle d'une réaction, c'est-à-dire qu'on va être capable d'aller lancer évidemment des alertes, créer des tickets, lancer des jobs d'auto-recovery, comme par exemple juste lancer un processus sur le serveur ou lancer un playbook de Ansible qui va aller vérifier que la configuration est correcte ou lancer un build and run dans votre système CI/CD ou appeler un API, peu importe. Puis aussi, dans la suite, dans le logiciel Zabbix, est aussi offert une possibilité de visualiser les informations. Donc, avec des dashboards, avec des graphiques, des cartes, des rapports et tout ça. Donc, tout ça, l'interface web de Zabbix là, est quand même assez flexible de ce côté-là, au niveau des rapports et tout. On s'entend que c'est pas Grafana ou un autre outil qui est dédié à faire du dashboarding, des choses comme ça. Par contre, on va le voir plus loin, il y a toujours possibilité de connecter ces systèmes ensemble, d'utiliser Zabbix comme source de données pour Grafana, pour pouvoir ensuite reproduire des dashboards comme vous les voulez. Donc, libre, c'est bien, mais soutenu, c'est mieux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en 2005, Alex Vladichev a fondé la compagnie Zabbix LLC pour justement offrir une structure stable des services professionnels, un support technique, puis tout l'ensemble de la gestion, dans le fond, du produit Zabbix, de la feuille de route, etc. Donc, ça, à travers justement plusieurs bureaux à l'international, il y en a au Japon, États-Unis, Europe, en Amérique latine. Donc, quand on parle d'Europe, on a même un nouveau, un de mes amis, Steve Destinel, qui m'a formé à Zabbix. Puis, sa compagnie a été achetée pour en faire Zabbix France. Donc, ça se peut que quand vous cherchez un peu pour le Zabbix francophone, vous allez tomber automatiquement sur mon ami Steve, qui est peut-être là d'ailleurs en ligne. Il me dit qu'elle allait peut-être être là ce soir, mais il est très tôt pour eux présentement. Puis, pour Zabbix, toujours libre, même si ça fait 25 ans. Donc, Zabbix est toujours gratuit. La licence depuis la version 7 qui ont passé à AGPL V3, mais c'est toujours sans limitation, sans compromis. Il n'y a pas de paywall, il n'y a pas de fonctionnalités qui sont version entreprise ou ci ou ça. Peu importe la personne, l'entreprise ou l'organisation, c'est le même code qui est employé, que ce soit sur un gros déploiement multi-site international ou sur un Raspberry Pi. Mais ça fait quoi au juste, Zabbix? Bon, là, on voit ici un petit schéma rapide. Au cœur ici, on a Zabbix Frontend Backend Database. Ça, c'est les 3 composants principaux de Zabbix pour avoir un environnement Zabbix fonctionnel de base. Au niveau du serveur Zabbix, qui est responsable de la collecte et de l'analyse des données, il peut être installé sur tous les systèmes Linux, BSD, Raspbian, peu importe, tous les dérivés de Linux. Il supporte aussi une haute disponibilité native. Donc, si vous êtes dans un environnement d'entreprise où il faut de la haute disponibilité, c'est tout à fait possible. Au niveau des bases de données, il y en a quelques-unes de mentionnées ici, mais on va y revenir tantôt. Évidemment, Zabbix, surtout au début, c'est d'utiliser une base de données transactionnelle traditionnelle, mais ils ont évolué aussi avec le temps. Donc, on voit un petit peu le PostgreSQL, puis avec le TimescaleDB qui permet la collecte de données basées sur le temps, des données historiques, là, puis d'en faire justement tronquer les anciennes données facilement, puis faire des requêtes de façon plus efficace qu'une base de données
une base de données traditionnelle. Le front-end en PHP, je sais qu'ils vont grincer les dents, mais ça fonctionne bien. Et les nouvelles versions sont sécuritaires. Tout dépendant du code qu'on lui donne. Donc, la gestion et la configuration se fait à travers le front-end, mais il y a un API également qu'on va mentionner un petit peu plus loin. C'est correct? Parfait. Donc, pour Zabbix, on va en revenir un petit peu au dessin qu'on a ici. J'ai parlé des 3 composants de base, front-end, back-end, database, on vient d'en parler. On a également la possibilité de faire, quand on parlait de la collecte de données, ça va se faire soit directement vers Zabbix, soit à travers un agent. Il y a certaines collectes qu'on peut faire à travers des agents qui sont installés, des agents qui roulent sur toute une panoplie de systèmes d'exploitation, en passant de Windows jusqu'à même du Sun OS encore, là, je pense qu'ils font encore des versions pour Solaris. On a la possibilité aussi de passer par un proxy qui, lui, pourrait être déployé dans un réseau, derrière un réseau sécurisé ou, admettons qu'on aurait besoin de venir mettre une couche tampon entre le Zabbix serveur central et le reste de la collecte. Un des exemples que je donne à ça, c'est un des cas d'utilisation, c'est qu'ils ont, il y a une ville, je ne sais pas laquelle encore en Europe, c'est Steve qui m'avait mentionné ça, c'est qu'il y avait des autobus de ville. Puis, on board dans les autobus, il y avait une sorte de Raspberry Pi, un micro-ordinateur qui était installé avec le proxy. Puis le proxy, lui, dès qu'il arrivait près d'une station, il se connectait automatiquement sur le Wi-Fi. Le proxy détectait le serveur Zabbix, le réseau que le réseau montait, se connectait au serveur Zabbix, puis poussait toutes les données de connexion automatiquement. Fait que lui, il enrichissait comme tampon, il a sa petite base de données. Et là, il peut faire aussi du pre-processing pour offloader un peu la charge sur le serveur. Donc ça, c'est un des rôles du proxy Zabbix. Mais aussi peut agir justement en fonction en sorte de tampon pour être installé à différentes localisations. Ça pourrait être dans des bureaux. Admettons, si vous avez un bureau central puis d'autres localisations ailleurs, comme des usines ou des magasins, ça pourrait être installé le proxy dans ces endroits-là, mais conserver le serveur à un endroit centralisé. Sur Big Blue Button, il y a Christophe Whelan qui est en France, qui a dit que ça va être aussi disponible éventuellement Zabbix avec Elastic puis ClickHouse. Exactement. Pour la version 8.0. Exactement. Donc, j'en parle même un petit peu plus tard, parce que vous allez même avoir droit à un petit aperçu de la version 8 de Zabbix qui est en bêta 2 présentement. Je l'ai installé sur mon poste. Fait que Zabbix est capable de faire de l'agentless monitoring également, donc des appels à certains, comme par exemple des pages web, des choses comme ça qui sont pas besoin d'agents. On appelle directement le service, que ce soit SNMP, ICMP, il y en a plein là, qui supportent là, nativement. Là, vous allez me dire, bon, encore un autre outil, mais dans le fond, le but, le but, quand on a plusieurs outils comme ça, c'est d'aller chercher les forces de chacun des outils et ensuite de les combiner ensemble, de les intégrer pour justement profiter de chacun des forces de ces outils-là. Donc, on a vu tantôt, Zabbix, à lui seul, est capable de faire une bonne grosse partie de tout ce qui est observabilité. Il fait la collecte, il fait l'erreur detection, il fait également tout l'alerting, il fait également la visualisation. Mais si quelqu'un veut pouvoir, ou dans son entreprise, justement, il utilise, mettons, ServiceNow, ou pour les étiquettes, ou il utilise GLPI comme système là, pour tout ce qui est groupe de support, etc., ou Slack, comme pour les notifications, ou Teams, ben, il y a moyen de connecter tout ça au même Framatine. On pourrait plugger Framatine là-dessus. Donc, c'est toutes des intégrations qui existent déjà, qui sont faites, qui ont sûrement à l'origine été montées par des utilisateurs de la communauté. Puis Zabbix peut les rendre disponibles sur leur site, toutes ces intégrations-là. Ça, c'en est juste quelques-unes qu'on voit à l'écran présentement. Et comme je dis, le but, c'est vraiment d'aller chercher de connecter la bonne chose pour être capable d'alerter les bonnes personnes au bon moment, puis d'éviter aussi ce que j'appelle la fatigue des alertes. Parce que ce qui arrive souvent avec les systèmes d'alerte, c'est qu'on va recevoir plein d'alertes tout le temps. Ça peut être du faux positif, on ne sait pas.
Mais là, Zabbix, lui, dans le fond, ce que tu es capable d'aller faire, c'est que si tu sais que ce qu'il y a comme problème, c'est juste que tu repars l'instance puis il va être correct pendant encore un grand bout de temps, bien, au lieu d'alerter, tu vas lui faire lancer une tâche pour dire redémarre le service. Il va automatiquement exécuter la tâche pour pouvoir résoudre le problème. Puis, il va quand même conserver l'alerte. Le matin, tu vas arriver, tu vas dire, ah, bon, ça avait démarré durant la nuit, fait que tu acknowledge l'alerte, puis tu peux la documenter dans ton système d'étiquette, comme ServiceNow ou quoi que ce soit. Mais ton service va avoir récupéré immédiatement. C'est toujours l'idée de réduire l'alerte, la fatigue, je veux dire, d'alerte. Il y a une question en ligne avec Robin. Tu sais que Robin, tu peux parler si tu veux poser ta question, là. Sinon, je peux la poser pour toi. Si tu ne réponds pas, je vais poser la question pour toi. Il est écrit, est-ce qu'il y a un espace pour l'étiquette bug, l'étiquette publique, comme les bug reports? Oui, effectivement. Il y a un Jira qui existe, qui est public pour Zabbix. Donc, les utilisateurs peuvent ouvrir des étiquettes via le Jira. Le Jira sert également au niveau des nouveaux features. Donc, je vais en reparler un peu plus tard, mais les utilisateurs peuvent voter au niveau des nouveaux features, ce qui fait en sorte que ça va impacter la feuille de route. Donc, Zabbix tient compte justement des votes pour prioriser au niveau de la feuille de route, les nouveaux features là, qui sont intégrés au produit. Donc, because I'm happy, tout le monde a la tourne dans la tête maintenant. Fait que, dans le fond, l'API, tout ce qui peut se faire à travers l'interface web de Zabbix peut se faire également à travers l'API. Donc, l'API utilise le protocole JSON RPC 2.0. Non, c'est pas du reste, mais ça fonctionne très bien. Mais c'est ça, cette API-là permet encore là une intégration. Donc, autant Zabbix est capable d'aller informer un système de ticketing qu'il y a une alerte qui est déclenchée avec toute l'information, ben le système, lui, peut retourner à Zabbix pour dire comme, OK, c'est beau, ça a été acknowledged par telle personne. L'information peut remonter à Zabbix à ce moment-là et pour avoir justement la communication dans les deux sens, pour pouvoir intégrer toutes ces opérations-là. Là. Maintenant, on sait, avec l'évolution, la complexification des systèmes, on s'en va vers le cloud, les systèmes parfois sont très gros, c'est pas juste de dire, bon, je ping le serveur, puis quand il ping pas, là, c'est correct, là, je sais que ça marche pas, puis il faut que j'aille tirer carrément ça à la plug, non, ça marche plus de même. Maintenant, on sait, il y a beaucoup de données. Il y a beaucoup de données également très rapides en termes de volume, en termes de débit. Donc, ça a été adressé par Zabbix. La demande était très forte au niveau des utilisateurs. Fait que je mentionnais tout à l'heure, là, au début, là, que Zabbix était basé sur une base de données transactionnelle traditionnelle, là, mais évidemment, ils ont fait l'évolution. Donc, ils ont ajouté avec le temps Timescale DB qui a permis de partitionnement automatique et des gains de performance très appréciable pour les données temporelles. Ils ont ajouté ensuite Elasticsearch puis OpenSearch pour permettre d'ingérer justement, d'effectuer des requêtes sur une immense quantité de logs de manière fluide. Donc, des logs, tout ce qui est text search. Donc, évidemment, là, vous savez peut-être qu'Elasticsearch, c'est un gros indexeur de texte, puis ça permet de faire des requêtes de façon très efficace là, sur une très grande quantité de données. Et comme ça a été souligné tantôt dans le chat, il y a ClickHouse qui est en train d'être intégré dans la version 8 de Zabbix, qui est en bêta 2, donc qui permet d'ingérer puis d'effectuer des requêtes sur une immense quantité de données temporelles. Donc, on parlait un peu de timescale de bit tantôt, mais ClickHouse, c'est un autre niveau totalement. C'est lui qui va permettre d'ouvrir la porte à Zabbix dans sa version 8, d'aller chercher, d'aller faire le support pour Open Telemetry, donc que je mentionne maintenant ici. Donc, dans la salle des nuages à l'horizon. Donc, oui, effectivement, on passe des serveurs physiques graduellement. Là, il y a une grosse demande à faire tout ce qui est supervision aussi du côté info-numérique. Donc, les fournisseurs d'info-numérique ont tendance à vouloir vendre beaucoup leur système à eux, mais tant que tu ne veux pas rester pris avec un seul fournisseur, mais souvent, tu préfères aller vers des solutions alternatives et qui te permettent, comme Zabbix, d'aller autant monitorer ton cloud que ton on-prem, tout ce que tu as dans tes salles de serveurs physiques, tes serveurs que tu aurais ailleurs. Donc, tu peux faire les deux. C'est pas juste d'avoir une instance dans le cloud et une instance on-prem, tu peux avoir juste une seule instance qui va aller tout récolter tes informations. Donc, encore là, au niveau de l'évolution du produit Zabbix,
Ils ont su répondre aux attentes des utilisateurs. Donc, avec tout ce qui est ingestion Prometheus, donc quand on parle de cloud, tout ce qui est conteneur, ça fonctionne avec Prometheus. Donc, il y a une intégration native des endpoints Prometheus qui a été faite dans Zabbix. Au niveau de tout ce qui est visibilité cloud, donc toute la surveillance du support natif pour les clouds comme AWS, Google Cloud, Kubernetes, Azure, etc. Et, comme je le mentionnais juste avant, OpenTelemetry, qui est un standard qui a été établi dans l'industrie dans les dernières années, justement pour tout ce qui est Trace and Observe, là, des applications modernes. Donc, même l'application elle-même va envoyer des données OpenTelemetry. Tu vas avoir une vue très, très profonde au niveau de tes applications. Pas seulement au niveau de ton infrastructure, ton réseau ou tes serveurs, mais vraiment au niveau du fonctionnement de tes applications. C'est gratuit, ça? Comment ça? Il est où la catch? Parce que d'habitude, on dit tout le temps que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Eux autres, ce qu'ils se disent, c'est que en mettant un produit gratuit et entièrement en utilisant exactement le même code base que pour n'importe qui, dans la même application, même fonctionnalité, même tout, il n'y a pas de barrière à l'entrée pour dire OK, je vais commencer avec la version gratuite, puis mais que ça commence à être intéressant, les autres fonctions, tu sais, il faudrait que je paye pour. Ça, non. Tout le monde a la même version. Le téléchargement est gratuit. L'utilisation est illimitée. Vous avez accès au code source. Donc, même les entreprises qui voudraient faire des scans de vulnérabilité sur le code source, il est là. Allez-y. C'est disponible. Donc, dans le fond, c'est une modélisation éthique qu'ils font, c'est que le modèle repose à 100% sur les services à valeur ajoutée, comme on parle de formation. Donc, celle que j'ai reçue il y a déjà presque 10 ans. Puis laquelle je me sers encore, mais ce produit a beaucoup évolué. Donc, tout ce qui est support officiel, évidemment, là, avec des SLA garantis, tous les services de consultation, de développement sur mesure et tout ça. Donc, ça, c'est des choses que la compagnie Zabbix LLC offre en termes de valeur ajoutée aux produits Zabbix. Mais ultimement, le produit, c'est exactement le même. La communauté, très impliquée dans le produit. Donc, je le mentionnais tout à l'heure avec une question, le Jira public. Tout utilisateur peut soumettre un bug ou voter pour une demande de fonctionnalité. Et ça va influencer la feuille de route du côté de Zabbix. Zabbix Share est l'écosystème justement de partage des templates. Donc ça a évolué un peu dernièrement parce que les gens peuvent soumettre à Zabbix leur modèle. Zabbix vont les rendre disponibles par téléchargement à tout le monde. Certaines de ces modèles-là vont devenir des intégrations officielles Zabbix, puis vont tomber dans le codebase qui va être distribué à tout le monde. Mais il y a un site justement qui s'appelle Zabbix Share qui permet aux gens d'aller voir les contributions de la communauté. Donc, si vous avez, par exemple, monté un Zabbix sur un Raspberry Pi, puis vous avez branché un dongle ODBC pour pouvoir, ODB2 pour pouvoir brancher ça dans votre char, puis vérifier, monitorer la consommation d'essence, ou le timing du moteur ou des choses comme ça. Je dis pas que je l'ai fait, mais j'ai tout ce qu'il faut pour. C'est ça pile des projets. Mais c'est possible de le faire, puis c'est justement avec ça, il y a toute l'information qui peut être rendue disponible pour que n'importe qui d'autre qui serait intéressé à monitorer la consommation d'essence de son véhicule pendant qu'il tire sa roulotte, ben il pourra le faire également. La traduction et la documentation. Donc, sur le site de Zabbix, la documentation est toujours disponible pour autant les anciennes versions que les nouvelles. Même la version 8, la documentation est là, même si elle est partielle pour l'instant. Et il y a un gros effort qui est mis pour traduire la documentation dans une dizaine de langues présentement, dont le français. C'est pas à 100% français, autant au niveau du site que de la documentation. Par contre, le produit, lui, s'en tire très bien. La traduction est d'une très bonne qualité. Évidemment, moi, j'ai la version 8 Beta 2 d'installer sur mon poste, fait que ça se peut qu'il y ait des petites choses qui ne soient pas traduites présentement, mais en gros, là, c'est une très bonne qualité de français là, dans le produit. Puis, encore une fois, la communauté est appelée à participer à ça, parce que s'il y a des pages dans la documentation ou des choses, il y a un site également, je ne me rappelle pas du nom du site, mais quelqu'un peut s'inscrire puis aider à traduire les strings de texte qui sont dans le produit Zabbix. Oui, il y a des plateformes de crowdsourcing. Exact. C'est super intéressant. Exact. C'est super intéressant.
Évidemment, Zabbix aussi vont organiser des événements. Donc, il y a les conférences annuelles Zabbix internationales, souvent qui vont se tenir à Riga, en Lettonie. Et il y a des conférences régionales. Donc, il y en a eu une justement il y a quelques jours à Paris, avec Steve qui a organisé ça. Donc, ça agit un peu comme des incubateurs. Ils vont beaucoup inviter les partenaires de Zabbix, partenaires commerciaux, partenaires justement au niveau du développement qui font de la revente ou du développement pour des clients, à venir faire des talks, justement, des conférences à ces événements-là. C'est un gros incubateur d'idées. Les utilisateurs sont invités, ils peuvent y aller, puis c'est vraiment intéressant. C'est certain que la Lettonie, c'est un petit peu loin, par exemple. Mais ils ont pas mal le même climat que nous autres. Et si vous avez besoin d'aide, je l'ai mentionné un peu là, durant la présentation. Le site officiel, c'est souvent zabbix.com, principalement. À partir de là, vous allez avoir tout. La documentation, tous les services commerciaux qu'ils offrent, le forum, le Discord francophone, je pourrais le mettre peut-être ailleurs, parce que lui, il est intéressant. Encore là, c'est mon ami Steve qui avait parti ça. Ça, on pourra le mettre s'il y en a qui veulent avoir accès au Discord. Je le mettrai dans le team tout à l'heure. Puis le site au niveau des intégrations, c'est le site pour les intégrations officielles, mais aussi si vous faites une recherche, vous avez Share pour les intégrations de la communauté. J'ai oublié de le rajouter ici. Là. Du coup, 25 ans de maturité, c'est quand même assez incroyable là, pour un produit open source. Oui, hein? Ben, c'est ça. Ben oui, 25 ans de maturité pour un produit open source, puis qui est encore utilisé par des millions d'installations qui se font là, tous les ans, les downloads, tout ça. Puis la compagnie Euro, ça va super bien. C'est une belle démonstration d'un modèle commercial basé sur un produit open source gratuit, non? Même si justement il est entièrement gratuit, je pense que c'est une belle réussite. Puis c'est une belle démonstration aussi de voir le produit évoluer pour répondre vraiment aux besoins de la communauté et des utilisateurs, en même temps justement que l'évolution des technologies. Parce que souvent, il y en a, quand tu leur mentionnes Zabbix, c'est pas pour monitorer les routeurs, ça, ou quelque chose. Ben, oui, tu peux monitorer ton vieux routeur que ça fait 15 ans qu'il roule dans le placard puis tout, puis qui est juste en tu peux juste, il y a une façon de te connecter dessus, là, en SNMP, là. Mais tu peux le faire aussi sur ton cloud Kubernetes ou que tu as dans le cloud ou n'importe quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de limite parce que tu peux, en plus des choses qui sont built-in, tu peux utiliser des scripts. Tu peux utiliser les API. Tu peux avoir juste un process qui roule dans le front-end, qui pousse l'information à Zabbix sur une base régulière, puis ou tu peux avoir carrément un process qui est plus avancé que ça aussi, là, qui peut être initié par Zabbix. Donc, Zabbix lance le process, attend la réponse, ou d'une autre façon aussi. Il y a plein de façons de l'implanter. Oui? Ça peut monitorer de l'IoT, non? Oui. Dans des sensors intelligents ou tout comme ça. Oui, exact. Okay. Tant que tu es capable de te connecter dessus, d'une certaine façon, ou d'en extraire les données de façon automatique, tu es capable de les pousser. Tant que ça parle. Oui, c'est ça. Parfait. Ça en fait ça. Ça peut être purement SSH. Tu es capable de te loguer en SSH sur la machine, ou ben non, je sais pas moi, de coller un API qui serait dessus, justement. Mettons, j'ai un moniteur de température sur une machine. Ouais. Ça pourrait dire, peux-tu vérifier si c'est des paramètres? Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Puis, tu sais, tu vas avoir ta limite haute, limite basse, mais pour éviter que ça flappe aussi, là, tu peux dire, bon, quand ça monte au-dessus de, mettons, 30 degrés, okay, tu déclenches l'alerte, mais attends pas, tu peux relâcher l'alerte s'il tombe, mettons, en bas de 25 pendant tant de temps. Fait que, tu peux être très, très, très flexible. Tu peux faire également des mesures par rapport aux tendances. Fait que lui, il va prendre à reconnaître justement c'est quoi, mettons, parce que tu peux avoir des processus qui sont sur une base hebdomadaire, puis que à chaque semaine, tu vas avoir un pic de consommation de ton CPU, justement une augmentation de température à toute une certaine fréquence. Puis tu vas dire à Zabbix, bon, mais si c'est en telle et telle période, analyse la trend. Si c'est plus de temps ou temps de la trend, il y a un problème. Parce que soit que ça n'a pas marché, parce que, mettons, ta température est trop basse, ou parce qu'il a trop roulé fort, puis là, il y a plein de façons de le faire, puis ça, il y a un gros deep dive qui peut être fait, mais la documentation est tout en ligne, tout ça, c'est intéressant, parce que tu peux aller voir justement ce qu'on appelle les thresholds, les déclencheurs,
Donc ça, tu as les items qui sont vraiment ce qu'on appelle les mesures. Puis, tu peux mettre des déclencheurs sur les mesures. Ton déclencheur, lui, va dire si c'est OK, pas OK. Basé là-dessus, tu vas avoir une action. L'action, lui, c'est une sorte, pas un script, mais ça peut être un script. Mais lui, va aller déclencher. Qu'est-ce que je fais avec ça? Telle affaire est not OK. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lance un script qui va aller le caler pour faire un reset? Ou ben j'envoie un message via Telegram pour avertir le gars, hey, réveille-toi, il faut que tu ailles faire sur Python parce que la shop va sauter. Ou j'exécute tel script. Oui, ça peut être ça. C'est en plein ça, ou c'est un script, ou appeler un API. C'est très, très flexible de ce côté-là. Un mélange entre Prometheus, Grafana, Home Assistant, puis Zapier. Oui, exactement. Parce que Grafana, lui, comme je mentionnais tantôt, Grafana, lui, il est excellent pour faire des dashboards. Puis tu lui fournis des datas, puis il va te faire des graphiques incroyables. Vous savez que c'est une bonne collection de graphes, puis tout ça, de capacité de visualisation. Ça fait que c'est pas au niveau de Grafana. Par contre, Grafana peut utiliser Zabbix comme source de données. Fait qu'il y a une intégration qui existe pour ça. Même chose pour Prometheus. Toutes les données qui arrivent de Prometheus, mettons un cloud avec une série de conteneurs sur un Docker quelconque ou un cluster Kubernetes, toutes ces données-là en Prometheus peuvent être directement ingérées par Zabbix. Et lui, il va pouvoir utiliser ça justement pour faire sa détection d'alerte et toute sa magie. C'est ce que je mentionnais tantôt pour dire chacun des outils a leur force. Il s'agit de les intégrer ensemble pour faire un bon outil. D'ailleurs, il y a eu une belle présentation récemment à propos de Accra, c'est bien ça? Oui. Donc, qui est un produit, justement, qui est un ensemble d'outils, puis qui inclut Zabbix dans sa suite. Donc, c'est fait à Montréal au début juillet. Oui. C'est Kitio qui s'était connecté au début, mais finalement, il n'est pas resté, mais on va y avoir le lien. Certainement. Là, pour ton point, toi, moi, je suis au beaucoup de temps. Oui. C'est que tu as beaucoup de templates sur le site. Oui, c'est ce que j'ai compris. Les templates, quand tu connais pas ça, ça t'aide à connecter. Oui. Tu veux juste inventer le template, ta connexion avec ton appareil. Mm-hmm. Puis tu vas avoir déjà des dashboards par défaut, tu vas avoir déjà des choses intégrées avec ton template. Il y aura sûrement déjà quelqu'un qui a comme tackle à peu près le même problème. Si ton appareil exact. C'est ça. Puis si tu sais, mettons que ton appareil que tu veux, il fonctionne avec IPMI, bien, OK, prends un autre template basé sur IPMI. Fait que tu vas avoir déjà une bonne partie de la mécanique qui va être décrite dedans pour être capable de l'adapter à ton besoin. Parce que probablement déjà, mettons, des intégrations PCUA pour surveiller des automates. Mm-hmm. Oui. Avec des PLC, toutes ces affaires-là, oui. Il y a moyen de le faire en autant que ton PLC. Parce que moi, dans le temps que j'étais dans l'industrie, j'étais chez Philips Fitel, fait que c'était avant les années 2000. Les PLC, là, pour que tu aies la carte pour être capable de connecter sur le réseau Ethernet, là, juste la carte coûtait. C'est ça. Mais à partir du moment où tu étais branché sur le réseau, tu étais capable d'y parler avec l'interface qu'il faut que tu payes pour le PLC. Ben là, à ce moment-là, oui, tu es capable d'y parler, puis d'aller extraire des données. C'est pas mal plus pour moi que ce que je pensais. Oui, hein? Quand tu as mentionné que tu étais dans l'industriel, manufacturier, puis tout ça, là, je me doutais que ça allait allumer des lumières. Oui, parce que monitorer les machines, c'est important. Exact. J'ai travaillé là-dedans aussi avec les systèmes SCADA, là, mais Ouais, c'est ça. Goodyear avait développé leur propre device driver pour parler avec une carte d'Allen Bradley, là, DH+. Puis le device driver avait été fait à un moment donné sur Motorola Unix. Ça, c'était pour GM. Après, j'ai fait un port il y a longtemps, au siècle passé, pour que ça roule dans le noyau de SCO Unix. Puis à Goodyear, c'était du Linux, là. Puis il avait fait le driver pour une carte dual port memory. Fait qu'il y avait 32 cas de mémoire qui étaient dans le PLC. Ben, c'était du Reliance électrique, là. C'était un gros boss VME, là, style. 32 cas de mémoire, c'est quand même beaucoup, 32 768 registres sur 16 bits, qui étaient mappés directement dans la mémoire de l'ordi. Fait aucun protocole de communication, là. La vitesse, le moteur change, n'importe quoi, le nombre d'HP, pouf, l'autre, il le voit tout de suite. Tu lisais la mémoire. Oui. Ben, c'était un dual port memory, la mémoire, Fait qu'il y avait une carte qu'on rajoutait dans le PC, puis qui s'adressait dans
dans la région de mémoire. Fait que là, c'était cool, là. Ça, c'est, fait que c'est ça que Goodyear, on utilisait, puis ça roulait au début sur Unix. Fait que Goodyear avait développé le device driver pour Unix. Donc, j'ai fait un port pour que ça soit un device driver pour Linux, il y a 26 ans. Puis là, après, mon système SCADA qui roulait sur Unix roulait sur Linux. C'était cool. Ah, c'est vraiment cool, parce que moi, c'est ça, c'est, mettons, les états d'activité, mettons, pour une machine aussi. Ouais. Tu veux savoir quand est-ce qu'elle travaille, puis quand est-ce qu'elle set up pour être capable d'utiliser ton temps fantôme. Ouais. Avec ça, tu es capable de voir tes changements d'état. Moi, j'avais comme 100 fois seconde. Moi, j'ai travaillé avec des systèmes banques, c'était des systèmes d'acquisition de données temps réel pour justement les PLC, les machines industrielles. Eux autres qui étaient forts sur l'acquisition de données, mais pas beaucoup sur le traitement puis l'interrogation. Peut-être que maintenant ils sont, mais un système intégré comme ça. Oui. Parce que ça dépend toujours de ton débit d'acquisition de données. Il y a des systèmes là que c'est hyper rapide. Je me rappelle d'une machine qu'il y avait chez Philips Fitel ici, c'était une soudeuse en continu pour des tubes de stainless, soudeuse au plasma. Tu avais le tuyau qui se promenait même en dessous d'une caméra. Puis lui, si jamais moindrement, le tuyau qui avait été reformé comme ça, il fallait qu'il soude en continu pour refermer le tube. Sauf que lui, il fallait qu'il contrôle justement l'orientation du laser en fonction de tube es-tu tassé, tout ça, es-tu bien centré, toute le kit. Fait que ça, c'était super rapide. Vous savez qu'il ne serait pas adapté à ça. Pas pour contrôler le PLC. Par contre, toutes les autres choses, justement, qui feraient en sorte dans la machine que c'est pas du hyper rapide calcul, contrôle, là. C'est ça, c'est pas du temps réel. Je dis ça. Mais avec ce qui s'en vient dans Zabbix 8, avec OpenTelemetry, avec ClickHouse, ça se peut qu'il commence à se défendre pas mal d'un point de vue, tu sais, je dis pas un débit de 100 gigs à la minute, hein, mais ça s'en vient. Hein. C'est quelque chose qui s'en vient. Ils veulent faire vraiment du application monitoring avec OpenTelemetry. C'est ça, la dernière fois que j'ai eu à faire ça, des programmes tout ça dans l'OBS, ça a été un peu long. Ah oui, je comprends. Je comprends. C'est parfait, t'avais fini? Oui, mais ça, je voulais savoir s'il y avait d'autres questions sur le chat ou ici. Ben, il n'y en a pas, mais je vais partager mon écran pour montrer justement qu'on peut continuer les discussions sur Frameteam. Oui. Fait que j'incite les gens en présentiel et en virtuel. J'ai déjà créé le canal de discussion, oui. Je savais qu'il tu ne veux pas montrer le view? Oui, oui. Je vais te montrer ça rapidement. Attends. Parce que j'ai pas vu la version Reprends le contrôle de. Ah, OK. J'ai pris le contrôle du présentateur. Comment ça marche? Vous pouvez rejoindre une équipe. Tu peux faire des recherches. Ben, si tu vas dans Agora, là, tu as un canal Agora. Non, mais genre, j'ai pas l'application. Je pense que je peux prendre l'application parce que l'UI de, tu sais pas, des. Ouais, ça prend l'application Mattermost. C'est Mattermost? Oui. Fait que ça, c'est l'interface de notre ami Zabbix 8, Zabbix 8 Beta 2, qu'on voit ici. Donc, présentement... Hein? Ah, merci. Donc, on voit ici, là, c'est Zabbix 8 Beta 2 qui est sorti, là, 4 jours, je pense. Puis, bon, la fonction numéro 1, c'est certain que c'est pas toutes les features qui sont encore, qui sont dans la feuille de route qui sont dedans. Mais ClickHouse est déjà là. Je l'ai pas installé. Je suis avec WSL sur ma Bedbox sur Windows. Mais je roule présentement PostgreSQL avec TimescaleDB, plus Nginx avec PHP, puis comme je mentionnais au tout début, les morceaux principaux pour être capable de rouler. Et ça fonctionne numéro 1. J'ai un agent qui est installé dans le WSL, qui me sort présentement ses stats. Et j'ai installé un agent sur Windows, qui lui va pousser ses données au Zabbix Server qui est local également. Fait que j'ai comme un peu les deux vues présentement, des deux agents. Un qui est dans le Linux, puis l'autre qui est dans le Windows présentement. Puis celui de Windows, il chiale, évidemment. Il y a des services qui sont en startup type automatique qui ne roulent pas présentement, ce qui est totalement normal. Mais ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est qu'on va dans le template pour aller mettre, par exemple, des exclusions. Si il y a un service ou quelque chose qu'on veut pas voir d'alerte parce que c'est normal qu'il sorte, qui soit pas démarré, on peut mettre des exclusions. Quand on parlait de pré-processing, au niveau du data, là, justement, là, lui, il va aller chercher il va faire une requête à Windows. Sors-moi la liste des services. C'est quoi leur startup type? Mais dans le pré-processing, tu dis, si se nomme tel ou tel ou tel, enlève ça de là.
Fait que Zabbix, lui, il va juste recevoir, dans le fond, il va juste faire ses évaluations sur la donnée qui sort du processing. Fait qu'il y a plein de... Ici, au niveau de surveillance, c'est ça, les types de problèmes, les autres. Donc, autres, ça peut être un serveur, ça peut être une instance d'application, ça peut être un cluster, ça peut être toutes sortes de choses. Au niveau des autres, quand on en crée un, juste pour donner une idée un peu, on avait tantôt, ça c'est si on mesure avec un agent. On a aussi SNMP, GMX, IPMI, mais j'ai également, si c'est du IPMI, tu rentres tes choses, tes informations là ici. Il y en avait d'autres, SNMP, puis ça, je les vois pas, là. Oui. Les autres, là, parce que nous, je me sers de SNMP. Oui. Les autres, là, nous, dans mon template que j'ai bâti, je ne peux plus automatique mon inventaire selon certains systèmes. Oui. Avec les autres, il fait du pareil avec les autres folders. Tu parles vraiment pour la découverte, là. Oui. Pour la découverte, tu peux le faire de différentes façons. Zabbix, il y a une fonction de base qui est la découverte avec des voyons, je vais passer ça ici. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas joué là-dedans. Règle de découverte. C'est vrai, il faut que je crée la règle de découverte pour avoir l'état de découverte. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, c'est que la méthode, il peut avoir un scan réseau. Tu lui donnes un subnet, il va scanner les adresses IP. Okay, parfait. Selon qu'est-ce qu'il trouve, selon c'est quoi les ports qui sont ouverts, il va t'appliquer tel template. Oui. C'est ça. Fait que s'il voit qu'il y a du SNMP, il va faire une requête, il va voir les OID, puis capable de tout sortir. Il peut. IPMI, j'ai jamais fait non plus. Je ne peux pas dire. Mais moi, ce qu'on faisait chez TELUS, c'est qu'on avait beaucoup de serveurs WebLogic. La low-level discovery n'était pas, on ne pouvait pas faire encore de low-level discovery, ce qu'on appelle en cascade. C'était juste une étape de mais ce que j'ai fait, j'ai créé un item qui lançait un script sur le serveur, parce que les serveurs Linux étaient tout rentrés. Ça lançait un script sur le serveur. Le script, lui, il checkait tous les process qui roulaient. Quand il envoyait que c'était du WebLogic, il repoussait l'information à Zabbix. Zabbix dit « Ah, un serveur WebLogic, parfait, là, je vais lancer le low-level discovery. » En lançant le low-level discovery, il lançait l'information au JMX adapteur pour dire « Plug toi un JMX sur ton process Java. » Puis là, il ressortait toute l'information du process Java. Fait qu'il y a toujours moyen de s'organiser pour que ça fonctionne. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Il ressemble quand même, il a beaucoup changé, il ressemble beaucoup à 7, mais là, au niveau de la collecte des données, puis tout ça, c'est, admettons, je m'en vais dans surveillance, dernière donnée, juste pour avoir une idée, je vais casser le Windows de là, je vais mettre mon serveur, mon WSL. Fait que présentement, là, il y a différents tags là, qui sont appliqués. Donc, je peux aller chercher des informations, applications, CPU, tout ça. Puis ça, c'est le template de base Linux là, qui va chercher. Là, fait que tu as plein d'informations, la mémoire disponible, le checksum du fichier TC password, quand tu voudrais être alerté quand quelqu'un change un mot de passe. Au niveau de CPU, temps d'accès, temps d'idle, I/O, l'espace disque disponible sur chacune des partitions. Excusez, je suis fatigué. Toutes les interfaces réseau. Donc, il découvre, il fait un low-level discovery, puis il voit que tu as, mettons, ATH0, ATH1, peu importe. Puis là, il s'en va rajouter justement chacune des métriques que tu veux pouvoir mesurer. Tu arrives, puis tu veux aller voir justement, bon, outbound, operational, non pas ça. Bits received. Ah, c'est lui que je cherchais. Dernière donnée. Bits received. Là, présentement, il me dit 27. Ça, c'est la dernière donnée, donc 440 bits par seconde. Mais je devrais pouvoir voir le graphique. Donc, on le voit dans le temps, justement. Donc, là, c'est pas super, là, mais mettons, j'arrive les 3 dernières heures. Les 6 dernières heures, bon, j'ai allumé mon PC, mon WSL à 18 heures. C'est là qu'il a commencé à collecter ces données. Mais dans le fond, toutes les données peuvent être vues, visualisées comme ça, en plus des dashboards, justement, qui nous permettent d'avoir une vue. Donc, il y a différents widgets qui sont disponibles avec des cadrans comme ça, des graphiques, même des maps géographiques ou avec des cases ou des listes. Là. Il y a différentes choses qui sont possibles. Ouais. Exact. Puis, le code source est ouvert. Quelqu'un qui veut, il peut coder ses propres widgets.
Christophe qui avait rajouté quelque chose dans la discussion. Tu peux parler toi-même, Christophe, si tu veux, là, ou sinon, regarde ce qui est écrit. Genre avec l'API, tu peux faire de la supervision dynamique. Oui, effectivement. Le trigger exécute l'API, proposer à la volée un template, tout à fait, pour SNMP, Low-Level Discovery, peut être utilisé pour la découverte, mais la découverte réseau est sur la roadmap. Oui, tout à fait. Puis, découverte réseau et également visualisation, là, on s'entend, là, ils veulent faire des graphiques là, un peu comme, je ne me rappelle pas du nom, comment ils donnaient ça. C'est pas quelque chose que je connais bien, là, mais ils veulent vraiment être capables d'aller chercher vraiment la cartographie du réseau au complet. Puis... Ce que je voulais dire, le problème souvent, c'est pour tout ce qui est réseau, ce qui est compliqué, c'est de rajouter le SNMP. Parce que ça se fait pas tout seul, c'est pas du Cacti qui faisait ça tout seul comme un grand. Et l'idée, c'est d'utiliser les protocoles de découverte LLDP ou CDP pour justement, à partir d'un équipement, découvrir tous les autres à la file indienne. Oui. Alors, nativement, c'est sur la roadmap, mais en faisant un peu de code, c'est jouable de le faire. Pareil, les templates, on peut utiliser des items qui permettent de caractériser une application ou n'importe quoi. Ça déclenche un trigger qui va poser le bon template dessus. Et bien sûr, quand l'appli disparaît, le template aussi part. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir de la supervision à la volée. Tout à fait. Sur le Windows ou ScienceLogic, je vais tester les deux. Ça fonctionne pas bien parce que le réseau, il y a beaucoup de variables et de complexité là-dedans. Mais je suis curieux de voir avec Zabbix quelle est l'intégration là-dedans. Parce que Zabbix, tout court, juste faire des maps réseau, juste ça, c'est parfait. C'est au-dessus de bien d'autres logiciels. J'ai été vendu à cause des maps. Les maps sont vraiment parfaites. Parce qu'il y a des complexités au niveau d'un réseau, tu peux avoir deux bords sur le bundle. Quand tu fais LLDP, là, tu peux avoir deux corps ou ça, puis tu peux découvrir toutes sortes d'affaires. Fait que, souvent, j'ai remarqué, moi, que LLDP ou CDP, ça. C'est plus ou moins. T'as beaucoup de torsions à faire. Tu vas donner l'exemple de ScienceLogic. Là, LLDP. Mais tu peux pas l'ajuster. Pour moi, si tu as LLDP dans Zabbix, par exemple, ou CDP, tu es capable de l'ajuster par après, c'est pas grave. Les ScienceLogic sont vraiment bloqués, tu ne peux même pas l'ajuster. Ah, OK. C'est spécial un peu, mais c'est en version 8? Non, j'ai vu, ils ont publié le roadmap jusqu'à version 9, je pense. Justement, c'est aujourd'hui ou hier. Ils n'ont même pas livré encore 8 version LTS, puis eux autres, ils sont déjà commis sur le roadmap jusqu'à version 9. Je pense que c'est pour 2027, 8. Oui. Oui, t'aimerais ça que ça se fasse semi-automatique un peu mieux, là. Je comprends très bien. Oui, le besoin est là. Puis c'est pour ça qu'eux autres, ils vont l'adresser. Puis tu peux aller voter, comme je te disais tantôt. Tu vois ça, Jira, je cherche un peu là, toutes les histoires de Network Map, là. Je suis certain là, qu'il y a une coupe de vote là-dessus, là. Parce que je suis encore président de temps. Oui. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Ce que je l'avais-tu ouvert? Non. Je vais aller chercher dans le roadmap. Roadmap. C'est assez simple à trouver. Donc, justement, ici, on l'a dans le 8. Il y a plein de choses au niveau de l'observabilité, là, OpenTelemetry, là, qui sont encore in dev. Mais si on va dans 8.2, NetFlow Data Collection and Visualization, tu vois, c'est du top voted. C'est vieux parce qu'on voit que le numéro du ticket est 37. Ils sont rendus dans 11 000. Moi, je vois surtout le Network Weather Map, j'ai hâte d'avoir ça. Oui. NetFlow Data, oui, c'est ça. Mis à part Cacti, personne ne l'a jamais fait. Pour NetFlow, ça? Non, pour les Weather Maps. Mis à part Cacti, tout le monde demande ça et personne ne le fait. OK.
C'est intéressant parce qu'ils mettent dans 8.2, ça veut dire que ça devrait pas être très long après la 8 pour qu'on l'aille. Oui, la télémétrie, ça va être super intéressant également. Ça va permettre à des produits comme Zabbix de rentrer dans le cours des grands. Là. On parle de Dynatrace, puis c'est ceux-là. Pour ne nommer que celui-là, là, parce qu'il coûte un bras, très sincèrement. Je sais que au niveau des licences, là, puis tout ça, là, c'est fou comment que ça peut chercher, mais il va être capable de commencer à compétitionner là, avec ces produits-là. Là, puis, s'il reste encore open source, puis ça a l'air d'être le souhait de la compagnie, là, les autres, ils renouvellent leur commitment à dire ça va rester open source à toutes les fois qu'ils ont une rencontre, une conférence, exactement. Ben, parfait. Un gros merci. Merci beaucoup.